Pas 25 heures, 10 minutes. Séparation, angoisse. J'ai là la lettre d'un père, ce qui est assez rare dans notre courrier, qui pose le problème des enfants d'un couple séparé ou se trouvant, disons, en situation illégale, concubinage. Il vous demande si ce type de situation, l'adultère ou la paternité illégale, est névrosant pour les enfants. Est-ce qu'automatiquement, mis devant une telle situation, un enfant souffrira? Est-ce que, finalement, tout n'est pas dans la manière que les enfants ont de se représenter les problèmes dans leur tête, à leur niveau, à leur échelle? En expliquant simplement une situation, ne pourrait-on pas éviter que l'enfant soit lésé? Lésé, souffrir, chaque être humain a ses difficultés particulières. Je crois que l'important, c'est que les parents assument leur situation, qu'elle soit légale ou illégale, que les parents puissent dire à un enfant de qui il est issu et que sa vie a un sens pour la mère qui l'a mis au monde et pour le père qui l'a conçu. Les enfants ont parfois beaucoup de papas, mais ils n'ont qu'un seul père. Ils ont une mère qui les a portés dans son sein, et il faut le leur dire, car ils ont parfois beaucoup de mamans aussi, depuis la gardienne jusqu'à la grand-mère. Maman et papa, cela ne veut pas dire du tout, pour un enfant, père ou mère de naissance. Je crois que les enfants très jeunes ont besoin de savoir, d'abord, qui est leur mère et qui est leur père. De même si tel homme, compagnon choisi par la mère, leur papa actuel, est ou n'est pas leur père. Maintenant, toutes ces situations illégales de concubinage, pourquoi pas? Si les parents l'assument, ils les expliqueront à l'enfant le sens qu'a leur vie, qu'a eu sa conception pour eux et sa vie. Si maintenant ses parents vivent séparés, chacun d'eux l'aime et ils se sentent tous deux responsables de lui jusqu'au moment où lui sera capable d'être responsable de lui-même. Je crois qu'un enfant a besoin de savoir que tel enfant est son demi-frère de père, tel autre sa demi-sœur de mère, etc. Le nom de famille qu'il porte doit lui être expliqué comme le référent à la loi qui régit l'état civil pour tous. Ce n'est pas toujours conforme au sentiment de filiation ou à la conception. Ils ont besoin de le savoir très jeune ou jeune en ce sens que ce ne doit jamais être caché. Un jour, la réponse sera plus explicite parce que l'enfant posera directement la question, soit de lui-même, soit à la suite d'une réflexion entendue. Mais l'important, c'est que les parents n'aient jamais le désir de le lui cacher. Tiens, pourquoi telle personne a dit que ce n'est pas mon papa? Quand c'est mon papa? Alors tout de suite, la mère ou le père qui ont entendu cette question doivent répondre la vérité. Quand les enfants sont au clair avec leur situation, il ne faut pas feindre de n'avoir pas entendu. Aussitôt que l'enfant pose la question, il faut lui répondre par le vrai. Il en va de sa confiance en lui et en ses parents. Qu'ils comprennent ou pas, c'est une autre affaire. Un jour, il posera la question de façon plus précise. Un tel m'a dit que tu n'es pas marié avec papa ou que tu n'es pas marié avec maman. C'est tout à fait vrai. J'attendais que tu sois assez grand pour comprendre ces choses-là. Je suis ton père de naissance, bien que tu portes le nom de jeune fille de ta mère. Ou bien, je ne suis pas ton père de naissance, mais je te considère comme mon enfant. Je vis avec ta mère parce que nous nous aimons et qu'elle est séparée de ton père. Ou, tu es né d'un homme qu'elle a aimé, mais ils ne se sont pas mariés, etc. La vérité tout simple telle qu'elle est. Il y a également dans la lettre de ce monsieur une partie de témoignage. Je me suis séparé de ma femme et nous avons mis au point un système, tant bien que mal, à savoir que nos deux enfants, actuellement 7 ans et 3 ans et demi, devaient vivre autant avec l'un qu'avec l'autre des deux parents, passant pratiquement autant de jours et ayant autant de repas avec l'un qu'avec l'autre, selon les rythmes variables. À quoi il faut ajouter aussi des séjours annuels de 8 jours où nous sommes ensemble avec eux chez les grands-parents. Tout le monde m'a dit, y compris les psychologues, que ce système était mauvais, que les enfants devaient être pris en charge par un seul des membres de l'ancien couple, ne revoir l'autre qu'occasionnellement. Et il ajoute, contre vents et marées, j'ai pensé que ces gens étaient tout simplement fous, qu'ils ne savaient pas ce que cela pouvait être que l'amour d'un homme ou d'une femme pour leur enfant. Il passe ensuite au résultat. Après 3 années, les enfants n'ont pas l'air plus anormaux que les autres. Ils marchent plutôt bien en classe, mes relations avec eux se sont beaucoup améliorées, se sont vidés de toute agressivité alors qu'à une époque il y en avait. Je remarque aussi que le bégaiement de mon fils a disparu depuis. C'est un témoignage très intéressant. Ça vous étonne beaucoup? Non. Généralement, les parents ne s'entendent pas, tandis que là, il semble que les parents, quoique séparés, s'entendent bien entre eux. Ils s'entendent d'ailleurs tellement bien qu'ils vont ensemble 8 jours avec les enfants. C'est très rare que des parents séparés puissent passer ensemble 8 jours avec les enfants. La lettre ne dit pas si ces enfants sont des garçons ou garçons et filles,
ni si chacun des parents s'est remarié. Le problème est beaucoup plus complexe quand l'un des conjoints s'est remarié, qu'il a un bébé et que l'autre, de son côté aussi, a d'autres enfants. Je crois qu'il n'y a pas de solution toute faite. La véritable solution, c'est que les parents responsables de la vie d'un enfant continuent à s'entendre pour que cet enfant, lui, vive des moments entre ses deux parents, si c'est possible, et qu'il puisse être au clair avec sa situation, qu'il sache que ses parents, bien que divorcés, se sentent tous les deux responsables de lui. Ce monsieur a réussi quelque chose dont je le félicite. On pourrait dire que les enfants qui vont soit chez l'un, soit chez l'autre des parents ne savent finalement plus où est leur chez eux. Ici, celui de 7 ans, par exemple, est encore chez son père ou chez sa mère. Il n'a pas pour l'instant tellement de devoirs à faire, et puis, il est vrai qu'un enfant travaille mieux, fait mieux ses devoirs quand il a son coin à lui dans le même lieu et qu'il voit son père autant qu'il en a envie, sa mère autant que c'est possible. Mais si cela peut s'arranger de cette façon-là, pourquoi pas? L'important, c'est en effet qu'ils sentent que les deux parents sont d'accord pour qu'ils vivent au mieux des rythmes de sa propre vie, étant donné son âge, sa fréquentation scolaire, ses camarades, qu'il n'y ait pas de cachotterie, de choses à dire à l'un et pas à l'autre. C'est malheureusement rare, à cause de la susceptibilité et de la rivalité des parents séparés. Attachés chacun au temps qu'ils possèdent leurs enfants, à cause aussi du mode différent de vie du père et de la mère divorcée. Des questions indirectes. Paternité, naissance, sexualité. Voici une lettre qui vient de Suisse, d'une femme qui a adopté une petite fille. La petite vivait auparavant dans un milieu de langue allemande. La mère en question est francophone. Elle s'inquiète de savoir si l'arrivée dans un milieu francophone n'a pas choqué cet enfant. Je précise qu'elle a adopté la petite fille à l'âge de 2 mois, que celle-ci en a maintenant 5 ou 6. Elle a écouté attentivement ce que vous avez dit concernant le langage de l'enfant. Vous avez comparé, je crois, la mémoire de l'enfant à une sorte de bande magnétique qui enregistre tout. C'est vrai. Voici donc la question précise de cette mère. Est-ce que cet enfant a vécu in utero et pendant les 2 premiers mois de sa vie pour ressurgir un jour? Est-ce que ce que cet enfant a vécu in utero et pendant les 2 premiers mois de sa vie peut ressurgir un jour? Comment lui dire et surtout quand lui dire qu'elle a été adoptée? On ne dit pas l'âge qu'a l'enfant maintenant? 6 mois. Alors, il y a plusieurs questions. D'abord, à quel âge dire à un enfant qu'il est adopté? Je crois que c'est une mauvaise question, en ce sens que cela ne doit jamais être caché. Quand la mère parle avec des amis, ses amis savent que c'est un enfant adopté. Et son père, bien sûr, le sait aussi. Parce qu'il y a, je suppose, un père adoptif. Je crois que l'important, c'est que souvent, la mère dise à la cantonade ou à ses amis: quelle joie pour nous d'avoir cette petite, nous qui ne pouvions pas avoir d'enfant. Ou encore, moi qui ne pouvais pas porter l'enfant. Cela s'appelle porter l'enfant, n'est-ce pas? La petite entendra toujours, et quand elle dira, comme tout enfant, où j'étais moi avant d'être né, question que posent tous les enfants vers 3 ans, à ce moment-là, ce sera très simple de lui dire: mais tu sais bien, je dis toujours que moi, je ne t'ai pas porté. Tu as eu une maman qui t'a conçu avec un monsieur qu'elle aimait. Tu as poussé dans son ventre et elle t'a mise au monde. C'est ta mère de naissance. Elle t'a fait très belle, mais elle ne pouvait pas te garder. Comme elle ne pouvait pas te garder, elle a cherché un papa et une maman qui pourraient t'élever. Et c'est nous qui avons été choisis. Ou, c'est nous qui cherchions un bébé qui ne pouvait pas être gardé par son papa et sa maman de naissance. Voilà les mots qu'il faut toujours dire. Papa et maman de naissance. Nous voulions adopter une fille, où on nous a dit que tu étais sans tes parents et c'est comme ça que nous sommes allés te chercher. Elle dira: mais où? On lui dira à ce moment-là: à tel endroit, telle ville. Cette question, elle la reposera plusieurs fois dans sa vie. Chaque fois, cette vérité sera progressivement dite avec des mots qui deviennent de plus en plus conscients pour l'enfant. Lui dire toujours que sa maman de naissance l'a beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Il faut toujours dire ça à un enfant, et surtout à une fille, car cela a des conséquences assez graves quand la fille grandit avec une mère qu'elle presse, si elle ne le sait pas, si elle ne le sait, stérile. Ces filles se développent avec un avenir inconscient de stérilité, donc la réponse vient toute seule. Il ne faut jamais cacher la vérité. Alors je ne suis pas comme les autres, pourra dire un enfant. Tu es comme nous. Nous sommes tes parents adoptifs, tu es notre enfant adoptif. Cela veut dire choisi. Le souci de cette mère, c'est que lorsque l'enfant est arrivé d'une province allemande, tous les voisins ont été au courant.
les enfants qui vont être bientôt des petits camarades de jeu, tout le monde le sait. Tout le monde le sait et elle veut être la première à le lui dire. Donc, selon vous, on peut lui dire très tôt. Très tôt. Elle entendra sans doute dire adopté ou adoptif. Adoptif, adopté, elle demandera ce que veut dire ce mot. Mais les parents peuvent prévenir cette révélation en le lui disant à l'occasion de la grossesse d'une femme de leur connaissance, d'un bébé qui naît. On le lui expliquera. Une autre chose par laquelle on peut faire comprendre à l'enfant ce qu'est l'adoption, c'est l'histoire des oiseaux. L'œuf et la poule. Une poule pond des œufs qui sont couvés par une autre poule. Qui est la vraie maman? Il y a beaucoup de vraies mamans. Il y a la maman de naissance, il y a la maman d'éducation. L'autre question, maintenant, sur la langue allemande. Bien sûr que cet enfant, ayant été porté en langue allemande et ayant vécu jusqu'à 2 mois en cette langue, a entendu des phonèmes allemands, ce qui demeure en son inconscient profond. Cela n'a aucune importance. Ce n'est pas nocif. La seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'elle ait des affinités pour la langue allemande plus tard. On dira alors, ce n'est pas étonnant puisque ta maman de naissance et peut-être aussi ton père de naissance était suisse-allemand. Dans le ventre de ta mère, encore 2 mois après ta naissance, tu as entendu parler à l'allemand. Prenons maintenant une lettre qui revient au même problème. Des interrogations sur l'origine, par un détour. Elle pose une double question. La première, j'ai un petit bébé, une petite fille de 2 mois, qui crie régulièrement en fin d'après-midi. Elle demande si les bébés ont besoin de pleurer ou de crier à certains moments, un peu comme les grandes personnes ont besoin de parler. Je ne crois pas que les bébés aient besoin de crier, en tout cas de crier de désespoir. Les mères, elles, réalisent très bien de quel genre de cri il s'agit. Il y a des cris qui s'éteignent très rapidement, qui sont comme un petit rêve, mais si un enfant crie toujours à la même heure, c'est qu'il a dû se passer quelque chose à cette heure-là dans sa vie. On ne sait plus quoi, on l'a oublié. Il faut rassurer l'enfant, le prendre dans ses bras, le bercer. Le bercement, je l'ai déjà dit, rappelle la marche de la mère, la sécurité dont il jouissait quand il était dans son ventre. Une question là que je vous pose pour ma part. Est-ce qu'un bébé, même de 2 mois, a des états d'âme? Certainement. Un bébé a des états d'âme. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque personne est différente, et cela depuis sa naissance. Il est possible que ce soit la chute du jour qui angoisse cet enfant. On peut allumer la lumière, lui expliquer. Je pense que sa mère, en la portant à ce moment-là avec un porte-bébé ou dans une écharpe serrée contre elle, si elle a des choses à faire, pourrait la rassurer en lui parlant. Ce n'est pas bon pour un bébé de crier tout seul, contrairement à ce qu'on entend dire des soi-disant bonnes habitudes à donner. Et puis il y a parfois des enfants qui ont faim plus à un repas qu'à un autre. Plus à un repas qu'à un autre. Il faut chercher la raison, les aider. La lettre ajoute: voilà, lorsque j'ai eu cet enfant, mon mari en a profité pour faire un film de sa naissance. C'est très joli. Et elle vous demande si on peut montrer ce film à l'enfant et à quel âge. Pourquoi pas? C'est-à-dire, quand les parents passent ce film, eh bien l'enfant peut être là, sans pour cela qu'on l'y oblige non plus qu'à regarder. Je continue. Est-ce qu'il faut attendre la naissance d'un autre enfant ou est-ce qu'on peut lui montrer ce film assez rapidement? S'il n'y a pas d'autre enfant, alors elle n'aura pas le droit de le voir? Non. Je pense que l'enfant peut être là quand on regarde ce film, si les parents font cela de temps en temps. Mais je me demande ce qui les pousse à regarder souvent ce souvenir d'un jour. Et puis, quand l'enfant parlera de sa naissance, et cela viendra aussi, comment j'étais quand j'étais petite, on lui montrera bien sûr des photos dans des albums, et la mère ajoutera, tu sais, quand tu es né, ton père a fait un film. Le jour où tu voudras, on regardera ce film. C'est très possible aussi, et il ne faut surtout pas que la mère s'en vexe, que l'enfant se limite à répondre ah bon, et qu'elle s'en aille ou dise ça ne m'intéresse pas. Cela ne m'étonnera pas du tout. Cependant, un jour viendra où elle sera très intéressée par le film. Je crois que cela fait plaisir à l'être humain, adolescent ou adulte, d'assister au film de son enfance, et pourquoi pas de sa propre naissance. Mais en général, les enfants n'assistent à ces films que par dépendance de leur désir à celui de leurs parents. Ils s'intéressent à leur aujourd'hui et à leur demain, pas à leur passé. Je vous demanderai également de répondre à une lettre qui est liée à celle-ci, tout en concernant un autre sujet, celui de la sexualité des enfants. Cela concerne le dialogue avec les enfants, les questions que pourrait poser cette petite fille sur sa naissance ou son adoption. Un autre enfant peut les poser à propos de la sexualité.
C'est une lettre qui concerne les enfants de 8 à 12 ans. La mère demande comment leur parler à cet âge-là de la vie sexuelle, ou s'arrêter pour ne pas les choquer. Doit-on attendre les questions ou doit-on les provoquer, de peur que le sujet soit abordé entre copains de classe, de façon malsaine? Que faut-il faire si l'enfant ne pose pas de questions? En général, les enfants après 3 à 4 ans, âge des questions directes, ne posent pas de questions. Si l'on appelle question la question directe. Mais ils posent des questions indirectes, presque depuis le jour où ils parlent, à partir du moment où ils forment des phrases. Un type de question indirecte. Comment ils seront, mes enfants? Cela dépendrait, je suppose que c'est un garçon qui parlait, de la femme que tu choisiras. Ah bon? Ah oui? Et puis c'est tout. On n'en dit pas plus. Il revient à la charge. Pourquoi tu m'as dit que cela dépendrait de la femme que je choisirais? Tu sais que tu as un papa, comme tout le monde. Tu entends parfois dire il ressemble à son père pour ceci, il ne ressemble pas à son père pour cela. Pourquoi est-ce qu'un enfant ressemble à son père? Parce que le père est pour autant que la mère dans la vie d'un enfant. Ah, et ça suffit. Si l'enfant ne pose pas une question plus précise, on en reste là. On a dit quelque chose sur le chemin de la vérité, et un jour, ça viendra. Et pour la question de l'engendrement, où j'étais avant de naître? Avant de naître, tu étais dans mon ventre. On trouve l'occasion de rencontrer une femme enceinte pour expliquer à l'enfant qui dit ah, comme elle est grosse cette dame. Tu ne savais pas que les mamans portent leur bébé dedans et elles. Tu ne savais pas que les mamans portent leur bébé dedans avant la naissance? Dans quelques semaines, dans quelques mois, tu verras qu'il y aura une voiture d'enfant et que la maman n'aura plus le gros ventre. Il y aura un bébé dans la voiture. Voilà une manière de dire que la mère a porté l'enfant. Chose, d'ailleurs, sans difficulté pour la plupart des mères. Il est plus difficile de répondre comment il est sorti. Par en bas, entre les jambes de sa mère, par le sexe de sa mère. Tu sais que les femmes ont un trou là, ils s'ouvrent pour laisser sortir le bébé. Ce qui est encore plus difficile aux parents, c'est de faire comprendre à l'enfant le rôle du père. C'est pour cela qu'il faut le dire d'emblée, à l'occasion d'une question indirecte, camouflée. Un enfant dira tel petit camarade, il n'a pas de papa. Tu te trompes, ce n'est pas possible. Si, il me l'a dit, il se trompe. Il ne le connaît pas, mais il a eu un père de naissance. Toujours ce mot, père de naissance. Il est peut-être mort, je ne sais pas. Mais de toute façon, si sa mère n'avait pas connu d'homme, il ne serait pas né. Il a eu un père de naissance, je te l'assure, et tu pourras le lui dire. Sa mère a aimé un homme, et ce monsieur lui a donné une graine d'enfant. Alors l'enfant va dire mais comment? Eh bien, tu demanderas à ton père. Je crois qu'il est préférable que la mère envoie toujours l'enfant à son père, ou qu'on en parle avec père et mère pour expliquer que les graines d'enfant se trouvent dans les sexes, autant du garçon que la fille, que de la fille. Il faut une moitié de graines de vie de femme et une moitié de graines de vie d'homme pour que leur rencontre dans le ventre d'une femme donne vie à un être humain, garçon ou fille. Ce n'est ni ton père ni moi qui avons décidé de ton sexe. La mère, dont nous lisions la lettre, ajoute qu'elle n'est pas d'accord avec son mari. Mon mari, lui, prétend qu'il faut de toute façon que l'enfant sache tout, et même qu'il voit tout, et que nous devons l'instruire sur le plaisir sexuel. Je ne suis pas de cet avis. Le plaisir, l'enfant le connaît déjà. Il ne connaît pas le plaisir avec quelqu'un d'autre, mais il connaît le plaisir du lieu génital. Le père a raison, il faut enseigner à l'enfant que le désir sexuel donne du plaisir aux adultes dans l'union. Pour parler d'hommes et de femmes qui engendrent, ou qui sont père et mère, il faut prononcer le mot désir. C'est quelque chose que tu connaîtras quand tu seras grand, avec une fille que tu aimeras beaucoup, que tu désireras. Voilà, c'est comme ça qu'on peut parler de l'amour, qui implique une relation corps à corps, sexuelle. Quant au plaisir que procure déjà tout jeune son sexe à l'enfant, il faut lui dire que c'est naturel, mais ne pas chercher à en être voyeur, pas plus que susciter son voyeurisme. Vous avez parlé d'un problème posé par un petit garçon et qu'on renvoie au père. Mais alors, que se passe-t-il s'il n'a pas le père? S'il n'a pas de père, c'est-à-dire pas d'homme à la maison, et qu'il s'agisse d'un garçon, je crois que la mère doit lui dire c'est un homme qui te l'expliquera. Parce que moi, je n'ai jamais été un homme, donc je n'ai jamais été un petit garçon. Et les problèmes que se pose un petit garçon, c'est un homme qui peut te les expliquer. Ou chercher son médecin et lui dire mon fils a posé telle question, je me retire, parlez ensemble, entre hommes. Voilà comment l'explication doit se donner. Je suis contre l'explication donnée par les femmes à des garçons. Bien sûr, si le médecin de famille est une femme, elle saura parler, mais il vaudrait mieux que ce soit un garçon qui le fasse. Si c'est un homme qui initie un garçon à l'amour comme accompagné de désir sexuel pour une fille ou une femme, il faut aussi qu'il parle non seulement du plaisir, mais du respect du non-désir de l'autre, et qu'il ajoute
Ce n'est pas possible avec ta mère ou tes sœurs. Il faudra que ce soit une fille qui n'est pas de ta famille. Et si le garçon demande pourquoi, eh bien, quand tu seras grand, tu écriras un livre là-dessus. C'est très compliqué, je ne sais pas te répondre. C'est la loi de tous les humains. Les enfants acceptent très bien lorsqu'ils savent que leurs parents sont soumis à cette même loi à leur égard. On peut très bien dire: je ne sais pas comment te répondre, car la prohibition de l'inceste n'est pas un problème simple. Mais c'est comme ça, la loi pour les humains. Ce n'est pas la même chose pour les animaux. Pour ma part, je crois qu'il faut aussi toujours réserver avec les enfants le terme mariage à l'union sexuelle des hommes et des femmes engagés devant la loi, et ne jamais les laisser employer ce terme quand ils parlent du coït des animaux. Là, on leur donne le terme d'accouplement. On peut aussi leur parler de la procréation qui nécessite l'union sexuelle entre partenaires de sexe différents, sans que l'union sexuelle s'accompagne toujours de procréation. Je relis la lettre en vous écoutant. Mon mari veut, de toute façon, que cet enfant sache tout et même qu'il voit tout. Je crois que le mari en question ne se rend pas du tout compte du danger que c'est, pour un enfant, d'assister au coït de ses propres parents. À la demande de ceux-ci, si un jour il les surprend, tant pis pour lui. Mais si l'on s'aperçoit qu'il y a assisté, on lui dira: eh bien, tu sais, c'est ce que je t'avais raconté. Voilà, c'est cela que tu as vu. À mon avis, ce monsieur se trompe en pensant que son enfant doit assister au rapport sexuel de ses parents. Ce serait traumatisant, car la génitalité d'un être humain se construit dans la pudeur, le respect d'autrui et la chasteté des adultes à l'égard des enfants. Plus encore vis-à-vis des sensations des enfants en rapport avec une sensibilité au cours de développement. Non, non. Pas de travaux pratiques incestueux avec la complicité des parents. C'est pervertissant. Y a-t-il des mères fatiguées? Je vous propose maintenant des lettres de contestation. Volontiers, c'est toujours très intéressant. De gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec les contestations. Une mère vous reproche de faire abstraction de la réalité sociale. Vous oubliez, lorsque vous parlez des femmes, des mères et de leurs enfants petits, toutes les mères qui, au bout de 2, 3 mois, crient: la pouponnerie, ras-le-bol. Et elle continue en disant que la maternité peut être aussi un enfer, qu'il faut renoncer au monde si l'on suit vos conseils et qu'on reste un maximum de temps à la maison pour élever l'enfant. Ensuite, elle vous demande pourquoi vous parlez aussi peu des pères. Vous voyez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Cette femme a eu des enfants et n'a pas découvert les joies de la maternité quand ses enfants étaient petits. Bien, il y en a comme ça, c'est vrai. Peut-être y en aura-t-il moins maintenant que la maternité peut être évitée. Ce n'était guère possible autrefois, sans que les femmes abîment leur santé. Alors, que dire à cette femme? D'abord qu'elle n'écoute pas notre émission, puis il est bien vrai que les difficultés sociales, les logements trop petits, font que les mères sont énervées. Toutefois, beaucoup de ces femmes qui sont énervées et ont des petits logements, je dois dire qu'elles aiment tout de même leurs enfants et essaient au maximum, d'après toutes les lettres que nous recevons, de les élever et de les aider de leur mieux. Et c'est ce que nous cherchons ici, à notre tour. Bien sûr, nous ne pouvons pas transformer les logements ni la santé des mères en surmenée. Vous savez, les enfants, j'ai un petit peu cette idée, moi, que les enfants choisissent leurs parents et qu'ils savent très bien que leur maman, elle est comme elle est. Comme ils sont constitués de même hérédité qu'elle, sa nervosité, ils la comprennent aussi. Moi, je crois que c'est un faux problème de poser la question sociale à propos de l'amour des parents pour leurs enfants, de la séparation d'avec leurs enfants des mères qui travaillent. J'ai déjà traité ici, l'important, c'est que la mère en parle à son enfant. D'autre part, si elle peut rester avec son enfant, qu'elle n'en fasse pas une corvée, qu'elle ne s'enferme pas en solitaire à la maison. Au contraire, qu'elle sorte tous les jours, qu'elle fréquente d'autres femmes avec leurs enfants au jardin public, qu'elle emmène son enfant voir des amis, éventuellement des amis qui ont des enfants. J'en connais à qui la seule fréquentation de leur bébé pèse, elle s'ennuie. Qu'elle organise avec d'autres mères, on peut se qu'elle s'organise avec d'autres mères. On peut se grouper pour garder les enfants et disposer ainsi de jours de repos. Et il est préférable qu'une mère qui ne peut supporter de rester chez elle travaille et paie une gardienne, plutôt que de se déprimer. Je crois qu'il faut tout de même répondre à la deuxième question. Vous parlez peu des pères. Pourtant, ils pourraient aider les mères et s'occuper des enfants à 50%. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Cette femme a raison. Nous avons là-dessus à remonter des habitudes relativement récentes.
Il y a beaucoup de pères qui ont des métiers qui ne leur permettent pas de s'occuper journellement des enfants. Mais les autres, ceux qui n'osent pas, il faut leur apprendre. Lorsqu'ils peuvent le faire, ils découvrent de très grandes joies dont ils se privent. Je crois que c'est aux mères de les aider à les découvrir, ces joies. Car il n'est jamais trop tôt pour qu'un petit se sente en sécurité physique, autant avec son père qu'avec sa mère. Il faut que le père se sente lui aussi en sécurité avec son enfant. Une autre mère nous écrit, un peu dans le même esprit. Parlez-nous d'amour. Elle nous apporte d'abord un témoignage. Lorsqu'on se conduit avec un enfant d'une façon extrêmement gentille, lorsqu'on le choie, le chouchoute un peu, l'embrasse, on lui demande rarement son avis. C'est souvent plus pour assouvir un besoin personnel de tendresse que pour autre chose. Bien sûr, elle enchaîne. Moi-même, je me demande, aussi dur que ce soit à avouer, si j'ai jamais fait, vis-à-vis de mes enfants, le moindre geste d'amour. Par moments même, je pense les détester tant il m'est difficile d'accéder à un geste gentil, à un regard complice, à la compréhension. Et c'est là qu'elle vous demande, alors parlez-nous d'amour. C'est vrai, et il faut le dire, qu'il y a des parents qui lancent parfois, mes enfants, je les étranglerai. C'est vrai, mais ces parents devraient comprendre que l'enfant est comme eux. L'amour humain est toujours ambivalent. Pour la mère, c'est un bonheur d'embrasser ses enfants, bien sûr. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il aime? Être en sécurité, près de sa maman. Donc, parler à l'enfant sans avoir peur de se contredire. Tu sais, moi, je ne t'aime pas, je ne veux plus te voir. En fait, ce n'est pas la vraie. Alors il faut lui expliquer. Je t'aime toujours, mais tu m'agaces, tu m'énerves, j'en ai marre. L'enfant se dira, ah bien, moi aussi, je suis comme ça quelquefois vis-à-vis de ma maman. D'ailleurs, bien des enfants le disent, ce je ne t'aime pas à leur mère. Et ça deviendra très humain entre eux. C'est cela, aimer. Une autre chose que du rose bonbon et des sourires faux, imperturbablement gentils. C'est être naturel et assumer ses contradictions. Alors dire je ne t'aime pas, je ne t'aime plus, cela peut être une façon de parler d'amour? Exactement. Une autre question dans la même lettre à propos du baiser que les adultes donnent aux enfants. Vous n'avez pas recommandé d'embrasser les enfants sur la bouche. Non, surtout quand ils ne le demandent pas. Cela peut créer une excitation sensuelle piégeante. Cette mère nous écrit, mais comment font les Russes? Parce que les Russes, les adultes, c'est bien connu, s'embrassent sur la bouche. Bon, alors, est-ce que ça ne pose pas de problème à leurs enfants? Non, justement, puisque c'est social. Il ne s'agit pas de privauté sensuelle. Tout ce qui est social est désérotisé. Chez nous, on se donne la main, mais il y a des pays, en Inde par exemple, où se donner la main est très inconvenant, où ça explique une intimité tactile, justement parce que ce geste n'est pas socialisé. Tout dépend du milieu et du pays. Avec l'enfant, il faut éviter d'avoir des privautés qui prennent une dimension érotique, dans le cadre de notre société. Cependant, si dans une société on donne communément des baisers sur la bouche, alors le baiser sur la bouche ne veut plus rien dire. Autre chose, en revanche, impliquera l'érotisme. Et bien cette chose-là, du corps à corps, les parents doivent l'éviter avec leurs enfants. Le grand, c'est un petit peu la tête, et le petit, ce sont les jambes. Frères entre eux. Parlons d'un problème qui concerne à peu près toutes les familles, la coexistence des enfants entre eux, et aussi les rapports de certains petits diables avec leurs parents. Dans la première lettre qui vous pose cette question, il s'agit d'une maman qui a 2 enfants, l'un de 7 ans et demi et l'autre de 4. Ce sont des garçons. Elle dit, le grand, c'est un petit peu la tête, et le petit, ce sont les jambes. J'ai bien écouté un certain nombre de vos émissions, vous avez dit qu'il était presque anormal qu'un enfant n'ait pas de jalousie vis-à-vis d'un petit frère. Or, le garçon de 7 ans n'a jamais montré de jalousie. C'est un enfant qui paraît, si vous voulez, presque trop mûr pour son âge. La question qu'elle se pose, c'est de savoir à quel moment le langage adulte qu'on est conduit à utiliser avec cet enfant devient tout de même trop compliqué. Quand j'ai parlé de la jalousie, je l'ai situé entre 18 mois et 5 ans. Or, justement, cet enfant avait à peu près 5 ans quand son frère est né. J'ai dit que ce problème de jalousie venait de l'hésitation chez l'enfant aîné entre 2 possibilités. Est-ce plus valeureux, étant donné toute l'admiration de la famille, de s'identifier à un bébé, c'est-à-dire de régresser dans son histoire, de reprendre des habitudes qu'on avait quand on était petit, ou, au contraire, de progresser et de s'identifier aux adultes?
Il semble bien que cet aîné a opté pour la deuxième option. Il a eu une résistance, une sorte de crainte prudentielle à régresser en voyant son petit frère. Il était en même temps capable déjà, puisqu'il allait à l'école et fréquentait les enfants de son âge, de s'identifier à son père ou au grand garçon. Il a choisi ça, peut-être presque trop tôt, puisque, d'après ce que dit la mère, il se conduisait pas comme un petit adulte. Bon, quand les deux enfants sont ensemble, peut-être qu'on voit entre eux une très grande différence, et c'est comme ça que l'aîné montre sa jalousie, d'une façon détournée. Avoir l'air d'être au niveau des adultes, alors qu'il ne l'est pas encore, pour qu'on ne le confonde pas avec le petit qui, lui, ne peut pas en faire autant. Je crois qu'il ne faut tout de même pas s'inquiéter pour cet aîné trop raisonnable, peut-être un peu inhibé, pas assez joueur. À la première occasion, la maman devrait faire en sorte d'accueillir des camarades de l'âge de l'aîné et un peu plus, pendant qu'elle réunira des petits amis entre 18 mois et 3 ans pour son cadet. Les enfants ont toujours intérêt à être avec des enfants un peu plus jeunes et un peu plus âgés qu'eux, pas seulement du même âge. Et pour l'autre partie de la question, lui parler comme un adulte? Comment savoir quand il ne comprend plus les explications? Ce n'est tout de même pas vieux, 7 ans et demi. Je crois qu'à 7 ans et demi, l'enfant comprend toutes les explications. Le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il ne fasse que parler, qu'il ne fasse plus rien de ses mains ni de son corps, qu'il soit piégé dans la parole, séparé des sentiments, sensations et désirs de son âge. S'il n'avait pas aussi des mains, des bras et des jambes, il se retrouverait coupé de ses camarades. Sa maman le dit d'ailleurs, le petit, c'est comme les jambes, que l'aîné joue au foot, qu'il fasse du sport, que son père l'emmène à la piscine. Évidemment, c'est un danger quand un enfant veut être en parole le compagnon des adultes et quitte complètement ceux de sa classe d'âge, leurs jeux, leurs intérêts, pour jouer à la grande personne. Une autre lettre pose le problème de l'attitude à prendre face à des enfants qui ont 14, 12 et 8 ans et qui se battent beaucoup entre eux. Ils n'arrêtent pas de se battre. La mère dit qu'elle pique des crises de nerfs à cause de cela. Le père, lui, analysant les faits, en a conclu que les enfants le font exprès, pour la mettre dans tous ses états. La question, est-ce vrai que les enfants peuvent être assez pervers, si vous voulez, pour s'amuser de la crise de nerfs de leur mère? Non, ce n'est pas du tout de la perversion. Ces enfants ne sont pas pervers, mais c'est tellement drôle de tirer sur une corde et que ça fasse sonner la cloche, ou de manipuler les grandes personnes comme des guignols. J'ai l'impression que cette dame sert de guignol à ses enfants. Je suis sûr que si elle choisissait le parti quand ils se disputent, évidemment, il faut pour ce faire qu'elle ait 2 pièces. Attends, j'ai l'impression que cette dame sert de guignol à ses enfants. Je suis sûr que cette dame sert de guignol à ses enfants. Je suis sûr que si elle choisissait le parti quand ils se disputent, évidemment, il faut pour ce faire qu'elle ait 2 pièces, de fermer la porte de la pièce où elle se trouve, de se mettre les cotons dans les oreilles et puis ne plus s'occuper de rien en disant: écoutez, s'il y a des morceaux, je vous emmènerai à l'hôpital, mais je ne veux plus m'occuper de vous. Eh bien, cela se calmerait déjà. Et puis, si elle le peut, qu'elle sorte faire un tour. Tout se calmera pendant son absence. En tout cas, ne s'aggravera pas, et elle se portera mieux. Mais surtout qu'elle ne s'en mêle pas. Avec 3 garçons, c'est très difficile. Je crois qu'il y a intérêt que l'aîné sorte du milieu familial le plus possible, pour aller avec des plus grands, avec des enfants de son âge. 14 ans, vraiment, il devrait déjà avoir sa vie à lui, ses camarades, tout en revenant bien sûr au repas avec ses parents, ou pour faire ses devoirs. Si l'on a la chance d'avoir une pièce où les enfants peuvent travailler tranquilles ou s'isoler des autres quand ils le désirent, c'est bien. Il faut penser aux moyens de défense passive, c'est-à-dire mettre un loquet que celui qui est dans la chambre peut tirer. S'il le laisse ouvert, c'est que ça l'amuse de se disputer avec les autres. Et puis, c'est tout. Mais au moins, on a donné à celui qui veut être tranquille la possibilité de s'isoler. D'autre part, il y a des parents qui sont inquiets de ce qu'ils appellent des colères. Voici la lettre d'une mère de 3 garçons, l'un de 7 ans et demi, l'autre de 4 ans et demi et le troisième de 2 ans. Le plus jeune, depuis qu'il sait marcher, est devenu, paraît-il, très coléreux, très exigeant. Il veut absolument hériter ses frères tout au long de la journée. Cette mère vous demande quelle est l'attitude à adopter face à une colère qui prend des proportions assez considérables. Que faut-il faire pour faire passer une colère d'enfant?
Est-ce qu'on peut tenter d'éviter les scènes en étant très conciliant? Est-ce qu'on ne va pas l'être trop? Il faut ajouter que cet enfant se porte extrêmement bien, et pour être complet, que la maman ne se posait pas trop de questions, mais que ce sont les voisins qui l'ont alerté. Entendant cet enfant de 2 ans piquer de grande colère, ils sont venus la voir pour lui dire: vous devriez faire attention, cet enfant doit être malade, il va avoir des convulsions. Répondons d'abord sur ce dernier point. Les convulsions n'arrivent pas au cours de colère. Les colères peuvent être dramatiques chez un enfant, mais ça ne se termine pas en convulsions. Toutefois, je crois que cette famille, mine de rien, se doit être le seul. Toutefois, je crois que dans cette famille, mine de rien, ce doit être le second qui porte sur les nerfs du petit, et qui s'arrange pour qu'il fasse des colères parce que lui-même, il doit encore en être jaloux. Être le second, c'est difficile comme place. Le second voudrait certainement garder une entente privilégiée avec l'aîné et isoler d'eux, ou de l'aîné, le troisième, et isoler d'eux le troisième. C'est très difficile, 3 garçons. Le second doit imposer, sans qu'on s'en aperçoive, au troisième une place de vraiment petit. Et ce petit est mis tout le temps en position d'infériorité par les autres, parce qu'il ne peut pas jouer avec eux. La mère pourra arranger beaucoup de choses en s'intéressant davantage au plus jeune. Non pour être conciliante avec lui, mais pour le développer. Et puis autre chose, ça arrive tout bonnement que les enfants soient coléreux, qu'elle cherche dans la famille s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est aussi coléreux. Elle le dit dans sa lettre: mon mari, quand il était enfant, était extrêmement coléreux. Alors il faut le dire à cet enfant, il faut que ce soit le père qui le lui dise. Quand j'étais petit, j'étais comme toi. Je me mettais facilement en colère et j'ai compris que cela ne me faisait pas des amis. Je me suis donné beaucoup de mal pour me vaincre. Tu haïras aussi. Il peut y avoir justement intérêt à ce que le père s'occupe, lui, davantage, et sans le culpabiliser de ce fils, puisqu'il se reconnaît en lui. Mais bien sûr, ça gêne les voisins, les colères. Donc une fois de plus, si je vous ai bien comprise, devant une colère d'enfant, d'abord dialoguer, ne pas hurler plus fort que lui, ne pas essayer de le gronder. Et encore moins se moquer de lui. Dialoguer, c'est quasiment impossible pendant la colère. Lorsqu'il est déjà lancé, dialoguer c'est presque impossible pendant la colère, lorsqu'il est déjà lancé. Mais ne pas le gronder, et non plus ne pas gronder les plus grands de l'avoir mis en colère. Faire comme un chef d'orchestre, calmer un peu les grands, et puis que tout le monde se taise. Et si le père est là, ce ne serait pas mal qu'il transporte l'enfant dans une autre pièce, et là qu'il le calme. Ensuite, qu'ils reviennent ensemble. Eh bien, c'est fini maintenant. Quand il sera grand, il saura maîtriser tout seul sa colère. Mais il est encore petit, c'est tout. Et aux autres, ce n'est pas agréable ni commode d'avoir cette nature-là, je le sais, j'ai été comme lui. Justement, jusqu'à quel âge, selon vous, cet enfant peut-il être amené à hurler? D'abord, un enfant ne peut pas se dominer à moins d'être affectueux. D'abord, un enfant ne peut pas se dominer à moins d'aide affectueuse, sans danger, avant 4 ans et demi, 5 ans. L'enfant coléreux est comme une pile électrique, il a besoin de se calmer. C'est l'eau qui calme beaucoup les enfants, je l'ai déjà dit. Jouer avec l'eau autant qu'on le désire, ça amuse beaucoup et ça calme aussi. Un enfant qui a fait une colère, ou bien qui n'en a pas fait depuis longtemps, mais on sent qu'elle va venir, il y a intérêt à ce qu'il prenne un long bain agréable, ou que, avec douceur, l'adulte lui passe une main éponge fraîche humide sur le visage et les mains. Les enfants ont besoin de bains, cela plus que d'autres, prolongés, détendants, ou de douches agréables, pas de douches froides qui excitent mais chaudes, calmantes. Il ne faut pas non plus que cela devienne un instrument de torture, qu'il soit menacé de bain ou de douche chaque fois qu'il rouspète. Il faut que ça lui fasse plaisir, et puis qu'il soit emmené à la piscine, il n'est pas trop jeune. Les enfants ont besoin d'eau, et qu'il voit des enfants de son âge. Il irrite ses frères parce qu'il n'a pas d'autres compagnons.